Au dîner de famille, mon père s'est moqué de mon travail devant 30 personnes. Tout le monde a ri. Je me suis levé et je suis parti. Bonjour, je m'appelle Daisy. Il y a 2 semaines, mon père s'est levé devant 30 personnes, amis, cousins, voisins et a qualifié mon entreprise de « passe-temps en pyjama ». Il a eu un sourire narquois. Ma mère a ri. Tout le monde a ri aussi. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement levé et je suis parti. Maintenant, voici la question que je ne cesse de me poser, que faites-vous quand votre propre famille ne veut pas vous comprendre? Elle veut seulement vous mettre en scène. Et pourquoi mon père s'est-il présenté à ma porte 2 semaines plus tard avec des biscuits comme si de rien n'était? Que essayait-il exactement de réparer ou de contrôler? Et comment tout cela s'est-il effondré à partir de là? Je n'étais pas retourné à Boulder depuis presque 1 an. Le printemps commençait à peine à s'étirer, peignant les arbres devant la maison de mon enfance des plus pâles nuances de vert. Je suis resté devant la maison 1 minute de plus que je n'aurais dû, regardant les fenêtres vaciller de mouvement, écoutant les échos de rire qui filtraient à travers les murs épais. C'était l'anniversaire de Mara, ma mère, et pour la première fois depuis des mois, elle voulait toute la famille réunie. Ces mots, pas les miens. Je savais exactement ce que « réunis » signifiait dans notre famille, chaleur performative, sourire en plastique, et assez de tension tacite pour remplir les montagnes rocheuses derrière nous. J'ai ajusté le papier d'aluminium sur la tarte au citron maison que j'avais apportée. Stupide, vraiment, de penser que quelqu'un remarquerait le zeste que j'avais râpé à la main ou l'effort que j'avais mis dans la pâte. Mais j'avais besoin de quelque chose dans les mains, quelque chose pour me sentir utile. À l'intérieur, l'air était épais d'huile de cuisson, d'eau de Cologne et d'histoire. Dorian était arrivé en avance, comme toujours, déjà à la moitié d'une bière, gesticulant sauvagement en racontant une anecdote de bureau. Calista était étendue sur le canapé 2 places comme s'il lui appartenait, son sourire étudié ne faiblissant jamais alors qu'elle saluait les gens comme une première dame lors d'une collecte de fonds. Grant, mon père, tenait salon au centre, déjà à moitié éméché, riant trop fort de ses propres blagues. Mara m'a vu et m'a offert une étreinte qui tenait plus de la pause que de la collade. « Daisy, dit-elle, tu as l'air en forme. Mince. Est-ce que tu manges ?» J'ai forcé un sourire. « Contente de te voir aussi, maman. » La tarte a été placée parmi une rangée de gâteaux achetés en magasin et de desserts du marché haut de gamme local. Personne n'a commenté. Personne n'a posé de questions sur la recette. Nous sommes passés dans la salle à manger. Elle était comme toujours, chaise lourde, chaîne polie, trop de fourchettes. J'ai pris ma place habituelle au bout de la table, en face d'un oncle qui se souvenait à peine de mon nom et à côté d'une cousine que je n'avais pas vue depuis l'université. Calista et Dorian étaient assis à leur place de pouvoir habituelle près de Grant, à portée de louanges et d'attention. Le dîner a commencé avec des conversations qui se chevauchaient, des commérages sur d'autres familles, des promotions professionnelles, le voyage de quelqu'un en Italie. Je suis restée silencieuse. Ce n'est pas que je n'avais rien à dire, je savais juste que dès que je le ferais, ce serait transformé en blague ou, pire, accueilli par le silence. Puis Grant s'est levé. « Maintenant, dit-il en tapotant son verre. Avant de passer au dessert et à la délicieuse petite contribution de Daisy, il a eu un sourire narquois, jetant un regard vers ma tarte, « Je veux saluer ma fille préférée. » Il s'est tourné vers Calista et a fait une révérence théâtrale. Tout le monde a ri. Elle vient d'être à nouveau promue. Vice-présidente de la stratégie. Joli titre, n'est-ce pas? Calista a agité la main comme si cela la gênait, mais je pouvais voir le plaisir en dessous. Et Dorian, a continué Grant, a conclu le plus gros contrat de sa carrière le mois dernier. Mon fils gagne un salaire à 6 chiffres et trouve encore le temps de tondre la pelouse pour sa mère. D'autres rirent. Puis il m'a regardé. Ce lent sourire s'est étiré sur son visage, celui qui signalait le danger, pas l'affection. Et Daisy, dit-il, sa voix plongeant dans une fausse sincérité, eh bien, elle a son petit projet, n'est-ce pas? Il s'est tourné vers les invités. Elle travaille de la maison, la plupart du temps en pyjama, à ce que j'ai entendu dire. Elle sauve le monde un courriel à la fois. Ça doit être agréable, hein? Des rires. De véritables éclats de rire de la part de gens que j'avais autrefois gardés ou aidés avec leurs devoirs de mathématiques. Je n'ai pas ri. Je n'ai même pas souri. Mon visage est resté neutre, ma main immobile, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Mara a gloussé derrière sa serviette. Oh, Grant.
Elle a toujours été notre sensible. Je me suis excusé quelques minutes plus tard, récupérant discrètement mon manteau, attrapant mon sac à main et sortant par la porte d'entrée. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a arrêté. Le trajet de retour vers ma location était silencieux, le genre de silence qui n'est pas solitaire, mais bruyant de pensées. Cette nuit-là, Mara m'a envoyé un texto, « Ne sois pas trop sensible, ma chérie. Tu connais ton père. Il ne le pensait pas. Je t'aime. » J'ai fixé l'écran, les mots se brouillant sous le poids de tout ce qu'elle n'avait pas dit. Je n'ai pas répondu parce que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Je devais toujours être celle qui comprenait, qui pardonnait, qui laissait passer. J'étais la fille qui recolle les morceaux, celle qui réparait les choses, absorbait les blagues, lissait les plis. Plus maintenant. Assise sur le bord de mon lit, toujours dans les mêmes vêtements, j'ai pensé à chaque moment comme celui-ci, chaque compliment déguisé, chaque fois que mes idées étaient balayées d'un revers de main lors des dîners de famille, chaque fois que Grant m'avait transformé en chute de blague pour gonfler son propre ego, et chaque fois que Mara laissait faire avec un sourire et un haussement d'épaule. Je n'étais pas confuse. Je n'étais pas triste. J'en avais assez. La décision n'est pas arrivée comme un éclair. Elle est venue comme une marée, silencieuse, constante, indéniable. Fini de me présenter à ces spectacles. Fini d'espérer être vue ou comprise par des gens déterminés à mal me comprendre. Le lendemain, j'ai supprimé la discussion de groupe familial de mon téléphone. 2 jours plus tard, je me suis désabonné des invitations du calendrier familial. À la fin de la semaine, je savais ce que je devais faire. Je n'ai pas claqué la porte derrière moi, mais ce silence a dû résonner plus fort qu'un cri. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec une douzaine de notifications. Je ne l'ai pas pris tout de suite. Au lieu de cela, je suis resté près de la fenêtre de la cuisine, les doigts crispés autour d'une tasse de café qui avait refroidi sans que j'y ai touché. Le silence dans mon appartement était différent de celui qui avait recouvert la table du dîner la veille. Celui-ci semblait mérité, intentionnel. Finalement, la curiosité a gagné. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert instinctivement l'application que je n'aurais pas dû. La photo de famille a été la première chose qui est apparue sur mon fil d'actualité. Calista l'avait postée. Ils étaient tous là, debout devant la cheminée ornée de Mara, souriant comme s'ils venaient de résoudre la faim dans le monde. Dorian se tenait à côté de Mara, qui portait son collier de perles et ce pull lavande qu'elle réservait aux invités. Grant était au premier plan, le bras autour de Calista, rayonnant comme un politicien en pleine campagne. Même le cousin Jared y était. Il n'était pas venu à un événement familial depuis 5 ans. La légende disait, reconnaissante pour la famille. Je ne pourrais pas demander plus. J'ai regardé à nouveau. Personne ne m'avait identifié. Pas une seule personne. Ce n'était pas un oubli. C'était chirurgical. J'ai fixé la photo plus longtemps que prévu. Il y avait un espace vide sur le bord du groupe où j'aurais dû être, où j'avais l'habitude de me tenir chaque année. Pas une seule fois je n'avais manqué l'anniversaire de Mara. Pas jusqu'à maintenant. Et d'une manière ou d'une autre, mon absence n'était pas seulement passée sous silence, elle avait été effacée. J'ai parcouru quelques autres photos, Dorian portant un toast, Calista faisant semblant de souffler les bougies avec Mara, même une courte vidéo où Grant racontait une autre de ses longues blagues. Les commentaires sous la publication étaient élogieux, quelle belle famille. Tellement pleine d'amour. Vous avez de la chance de vous avoir les uns les autres. J'ai fait défiler, engourdi, puis j'ai fait une pause. Un nom a attiré mon attention, Linda Brewer. C'était mon professeur de mathématiques de 8e année. Elle a commenté, où est Daisy ces temps-ci? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Calista a répondu 3 minutes plus tard, elle fait son truc. Quelque part en train d'être créative, je suppose. Nous sommes fiers d'elle à notre manière. À notre manière. Je ne savais pas si je voulais crier ou rire, probablement les deux. Mais je n'ai pas réagi, pas à voix haute, pas même avec un texto. Au lieu de cela, j'ai fermé l'application et j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. J'ai passé l'après-midi à plier le linge, puis à le replier juste pour occuper mes mains. Toutes les quelques minutes, mon esprit revenait à cette photo, à cette légende, à ce commentaire. Je n'étais pas exclu par accident. J'étais exclu exprès. Tard ce soir-là, j'ai cédé et j'ai rouvert l'application. Cette fois, la publication en haut de mon fil d'actualité était un collage que Calista venait de télécharger.
Le titre, fait saillant de la famille, les réussites que nous célébrons cette année. Il y avait 9 carrés, le nouveau bureau de Dorian, avec une assistante et un nouveau bureau, la promotion de Calista, certificat encadré et tout, la collecte de fonds de l'organisation à but non lucratif de Jared, le mariage d'un cousin. Même une photo de Grant tenant son vieux trophée de football du lycée sans autre raison que la nostalgie. Nulle part il n'y avait de mention de moi. Ni de l'entreprise que j'avais bâtie, ni des clients que j'avais décrochés, ni du studio pour lequel j'avais enfin trouvé un emplacement après 6 mois de recherche. Je ne faisais pas partie de l'histoire, encore une fois. Cette fois, ça ne piquait pas de la même manière. Ça brûlait plus profondément. Pas parce que j'étais surprise parce que je ne l'étais pas, mais parce que j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas voulu admettre auparavant. Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont effacé. Et il y a une différence. Quand quelqu'un vous oublie, c'est de la distraction. De la maladresse. Ça fait mal, bien sûr, mais c'est pardonnable. Mais quand quelqu'un vous retire de son récit exprès, avec intention, ce n'est pas de l'oubli. C'est du contrôle. Je n'ai pas envoyé de texto à Calista. Je n'ai pas appelé Mara pour demander pourquoi. Je n'ai pas envoyé de commentaires sarcastiques ou d'émojis passifs-agressifs. Je n'ai rien fait. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau à domicile, j'ai allumé la lampe et j'ai fixé le tableau blanc où j'avais esquissé la stratégie du prochain trimestre. Il était plein, objectif client, échéance, plan marketing. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis assise et j'ai murmuré au silence, et si je ne leur devais plus de preuves? J'ai laissé cette pensée s'installer. Et si l'acharnement, la motivation, le besoin silencieux de créer quelque chose qu'ils respecteraient enfin, et si tout cela n'était pas une question d'épanouissement, mais de validation? Et si je n'en avais pas besoin? Je me suis penché en arrière dans ma chaise, j'ai regardé mon espace. Pas de plaque en or, pas de sourire retouché, pas de légende essayant de convaincre le monde que j'avais de l'importance. Juste mon travail, mon espace, mes choix. Et pour la première fois, cela semblait suffisant. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'application de photos de mon téléphone. Non par dépit, mais par clarté. Je ne voulais plus faire défiler. Je ne voulais plus mesurer ma valeur en mention, j'aime, ou en image recadrée où j'avais été commodément coupé. Je ne voulais pas leur approbation. Je voulais juste la paix. À midi, j'avais parcouru ma liste de contacts et archivé la moitié des noms. Quiconque ne m'avait contacté que par des « j'aime », d'anniversaire ou des textos de groupe obligatoires a disparu de ma vue. J'ai nettoyé ma boîte de réception, me suis désabonné des mises à jour mensuelles de Grant et des bulletins d'information organisés de Calista. Pas un mot de leur part. Pas de « est-ce que ça va ?» Pas de « tu nous as manqué ?» Pas même un « j'espère que tu vas bien ». Le silence n'était pas accidentel. Il était stratégique. Mais ils n'étaient pas les seuls à pouvoir jouer à ce jeu. J'ai passé le reste de la semaine à me plonger dans mon entreprise. J'ai signé avec 2 nouveaux clients, terminé un atelier sur la rationalisation des systèmes créatifs et rédigé une présentation pour un conseil des arts locaux. Mon travail n'avait jamais semblé aussi ancré. Et si mien. Et pourtant, ils n'appelaient pas non pas parce qu'ils étaient occupés, mais parce qu'ils regardaient, attendaient. Ils voulaient que je cède la première, que j'envoie le rameau d'olivier, que j'agisse comme si j'avais encore une fois surréagi, comme toujours. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas. Parce que quelque chose avait changé, quelque chose de fondamental. Ce n'était pas leur silence qui me hantait. C'était à quel point mon absence était devenue bruyante. La semaine avait été inhabituellement calme, trop calme. Pas de la manière paisible et méditative, mais du genre de calme lourd qui vous fait vous préparer à ce que quelque chose vienne briser l'immobilité. J'attendais le prochain message, le prochain compliment déguisé en inquiétude, mais rien n'est venu jusqu'à ce jeudi. C'était en fin d'après-midi, et je venais de terminer une consultation virtuelle avec un nouveau client, une petite marque de boutique de Portland qui voulait de l'aide pour rationaliser ses systèmes internes. Nous avions eu une excellente session. Mes notes étaient précises, le client était plein d'énergie, et j'avais l'impression que, pour une fois, j'étais entré dans quelque chose qui me faisait me sentir vu, capable et en contrôle. J'étais en train de me verser une tasse de thé lorsque l'interphone a sonné. Le son m'a surprise. Personne ne sonnait sans prévenir. Mes amis savaient qu'il fallait envoyer un texto d'abord. Les clients que je voyais en personne prenaient rendez-vous.
Même les livreurs frappaient et partaient. J'ai figé une seconde, fixant la boîte de l'interphone comme si elle m'avait trahi. Puis j'ai appuyé sur le bouton. Ouais, c'est papa. La voix a crépité à travers le haut-parleur, comme un écho d'un rêve que j'avais juré avoir cessé de faire. Je suis en bas. Je pensais déposer quelque chose. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais faire semblant de ne pas l'avoir entendu, je voulais me glisser à nouveau dans mon appartement et faire comme si la bouilloire était la seule chose qui exigeait mon attention, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Je l'ai fait entrer. Il a frappé doucement, 3 coups, comme si nous jouions à un jeu dont nous connaissions autrefois les règles. Quand j'ai ouvert la porte, il se tenait là avec un sac en papier de l'épicerie, King Soupers. Le logo était délavé, les coins froissés. À l'intérieur, je pouvais déjà voir le coin d'une boîte de biscuits en plastique qui dépassait. Il a soulevé le sac comme une offrande. « Tu adorais ça avant » dit-il. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis juste écarté et l'ai laissé entrer, sans un mot. Il est passé devant moi comme s'il possédait encore l'air de mon espace. J'ai fermé la porte. Il a regardé autour de lui. Joli coin, marmonna-t-il, les yeux balayant le salon comme s'il faisait une expertise. Tu l'as rendu confortable. Je suis passé devant lui, j'ai posé la tasse de thé sur le comptoir et j'ai ouvert le placard. Un thé, ai-je demandé. Bien sûr, dit-il, surpris. Je savais que ce n'était pas de l'hospitalité. C'était un signal, je lui faisais savoir que c'était moi qui contrôlais le récit, pas lui. Il s'est assis sur le bord de mon canapé comme s'il n'était pas sûr de rester longtemps ou espérant que je lui demande de le faire. J'ai apporté 2 tasses, la mienne encore chaude, la sienne fraîchement versée. Je n'ai rien dit. Je la lui ai juste tendue, je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, et j'ai attendu. Il s'est éclairci la gorge. Je ne voulais pas que les choses soient tendues, commença-t-il. J'ai haussé un sourcil mais n'ai rien dit. Tu sais que ta mère s'inquiète. Et Calista, eh bien, elle a beaucoup à faire. Une autre pause. Je me suis dit que je passerais. Apporter une petite offrande de paix. Il a fait un geste vers le sac sur le comptoir comme si les biscuits étaient censés réparer une décennie de dénigrement. Je lui ai adressé un mince sourire. Ils utilisent toujours du colorant rouge dans cela. Il a cligné des yeux. Quoi? Les biscuits. Tu sais que le colorant me donne des migraines maintenant. Oh, dit-il. Je ne savais pas. Bien sûr qu'il ne le savait pas. Il a siroté le thé, s'est probablement brûlé la langue, mais n'a pas sourcillé. Il a de nouveau regardé autour de lui. Cette fois, son regard s'est posé sur mon bureau dans le coin, mon tableau blanc couvert de notes de projet, les logos de clients et les cartes de vision épinglées. Il a hoché lentement la tête, puis l'a incliné. Alors, dit-il, qui t'a aidé à monter tout ça? J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire? Il a fait un geste vague. Je veux dire, ça a l'air professionnel, pointu. Tu as dû avoir quelqu'un pour t'aider. Un designer ou, je ne sais pas, un coach d'affaires. C'était dit sur ce ton, celui qui semble encourageant si vous ne faites pas attention mais qui porte une lame si vous y êtes attentif. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste pris une lente gorgée de mon thé et posé la tasse soigneusement sur le sous-verre. Puis j'ai souri légèrement, le genre de sourire que vous utilisez quand vous n'avez finalement plus besoin de vous expliquer. Personne ne m'a aidé, ai-je dit. Moi seul. Il a détourné le regard. C'était le moment. Pas dramatique, pas un cri, pas une porte claquée ou une déclaration larmoyante, juste un silence, délibéré, ancré, imperturbable. Il n'y était pas habitué. Il s'attendait à une défense, une liste de noms, une validation de sa supposition que quelqu'un, n'importe qui, avait dû me porter jusqu'ici. Au lieu de cela, il a eu la vérité, et elle est restée dans l'air entre nous comme de la fumée. Il s'est levé après quelques minutes de conversation maladroite, m'a posé des questions sur mon loyer, mes voisins. J'ai fait une blague sur le stationnement en ville. J'ai hoché la tête, répondu poliment, mais rien dans ma posture ne disait « S'il te plaît, reste ». À la porte, il a fait une pause. Tu sais, dit-il, tu as toujours tout pris un peu trop personnellement. C'est juste notre façon de plaisanter. J'ai incliné la tête. Alors peut-être que je suis devenue trop grande pour la plaisanterie. Ses yeux se sont légèrement plissés, mais il n'a pas répondu. Il est sorti.
J'ai fermé la porte derrière lui et me suis appuyé contre elle un instant. Mon appartement était calme. La bouilloire était encore chaude sur la cuisinière. Sa tasse était à moitié pleine sur la table. La boîte de biscuits est restée intacte sur le comptoir. Il a laissé les biscuits sur le comptoir et l'insulte, non reconnue, en suspens dans l'air. Je n'ai pas touché aux biscuits. Ils sont restés sur le comptoir pendant 3 jours entiers, intacts, non ouverts, comme un défi ou un piège. Chaque fois que je passais devant en allant à la cuisine ou à mon bureau, je sentais le poids de leur regard sur moi, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je savais exactement ce qu'ils symbolisaient, un geste bon marché destiné à dire « Tu vois ?» Je suis venu, sans jamais aborder le mal qui avait été fait auparavant. Le 3e matin, un autre paquet est arrivé. Il m'attendait devant ma porte quand je suis revenu après avoir vérifié le courrier, un papier cadeau rose tendre noué avec un ruban de satin trop parfait, trop immaculé, comme s'il n'avait jamais été touché par de vraies mains. Pas d'adresse de retour, juste une petite carte blanche glissée sous la boucle du ruban, j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Bise, maman. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai transporté à l'intérieur comme s'il pouvait laisser échapper quelque chose que je n'étais pas prête à ressentir. Je l'ai posé sur le comptoir à côté des biscuits, où il trônait comme un intrus attendant d'être reconnu. Mais plus tard dans l'après-midi, quand la lumière l'a frappé juste comme il faut et que la maison était redevenue silencieuse, la curiosité a brisé le sceau. À l'intérieur de la boîte se trouvait un ensemble de pyjamas en soie rose, fines bretelles, éclat doux, dentelle délicate au col. Et dès que je l'ai sorti, j'ai su exactement ce que c'était. La même couleur que Mara portait au dîner. La nuance exacte de rose que Calista et elle avaient discrètement coordonnée, l'uniforme féminin mais élégant qu'elles adoptaient toujours quand elles voulaient envoyer un message sans dire un mot. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup pensé. Maintenant, en tenant le pyjama dans mes mains, je voyais ce que c'était. Ce n'était pas un cadeau. C'était un signal, un rameau d'olivier suffisant et performatif enveloppé de soie, un murmure qui disait « Voici comment nous te voyons ». Ou peut-être plus précisément, voici ce que tu devrais être, douce, silencieuse, délicate, ornementale. Cela m'a frappé plus fort que les biscuits, car les biscuits étaient la nostalgie maladroite de Grant. Mais ça c'était la précision de Mara, sa manière de prétendre se soucier tout en diminuant simultanément tout ce que j'avais construit. J'ai plié le pyjama une fois, puis une autre. Je l'ai remis soigneusement dans la boîte, j'ai refermé le couvercle et je l'ai repoussé. Cette nuit-là, le téléphone a sonné. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher, sachant déjà qui c'était. « Salut », la voix de Dorian est parvenue, facile, exercée, comme si de rien n'était. « Tu es occupé ?» J'étais sur le point de commencer quelque chose, ai-je dit sèchement, sans en dire plus. Il n'a pas compris l'allusion. « Écoute, maman est contrariée. » Je n'ai pas répondu. « Je veux dire, elle t'a envoyé quelque chose, non ? » Elle a dit qu'elle l'avait choisi spécialement. Elle l'a fait, ai-je dit, et c'était très révélateur. Il a soupiré, comme si j'étais la difficile, comme je l'avais toujours été. Daisy, allons. Ce n'est pas si profond. Elle essaie, d'accord ? Et tu as en quelque sorte fait monter la tension en partant. J'ai gardé une voix égale. Ce n'est pas moi qui ai fait la blague, Dorian. J'ai juste refusé d'en rire. Oui, mais... Mais rien, ai-je interrompu. Vous avez tous ri. Même elle. Elle était mal à l'aise. Non, elle était complaisante. Il y a une différence. La ligne est devenue silencieuse. Puis il a adouci son ton, comme si j'étais une enfant déraisonnable. Je pense juste que peut-être que si tu prenais contact, que tu t'excusais. Pourquoi ? Pour être parti. Pour avoir rendu les choses bizarres. J'ai eu envie de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisiblement absurde. Je n'ai pas rendu les choses bizarres, Dorian. J'ai arrêté de faire semblant qu'elles ne l'étaient pas. Il a soupiré de nouveau, plus longuement cette fois. Écoute, je sais que les choses ne sont pas parfaites, mais tu es têtu. Non, ai-je dit calmement. Je suis clair. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je suis resté assise là après, le téléphone toujours à la main, pas en colère, juste épuisé, fatigué d'expliquer pourquoi le manque de respect déguisé en tradition coupait encore comme du verre, fatigué de devoir arranger les choses pour que les autres puissent rester confortables dans leur dysfonctionnement organisé. Cette nuit-là,
j'ai placé la boîte de pyjama dans un sac en papier et l'ai rangée dans mon placard, mais ce n'était pas pour la conserver. Le lendemain matin, je l'ai ajoutée à ma pile de dons. Non pas parce que je n'appréciais pas l'effort, mais parce que je voyais clair dans leur jeu, parce que j'en avais assez de confondre les politesses avec la paix. Il pleuvait légèrement quand j'ai déposé le sac de dons au refuge communautaire à 2 rues de là. Je ne me suis pas attardé, je n'ai pas regardé en arrière, je l'ai juste remis et je suis reparti sous un ciel gris qui semblait plus honnête que n'importe quel sourire qu'on m'avait offert dernièrement. Plus tard dans la soirée, je me suis assise à mon bureau. L'appartement était de nouveau silencieux, mais cette fois, il ne m'oppressait pas. Il donnait de l'espace. J'ai ouvert mon ordinateur portable, fixé l'écran lumineux. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier avant de taper un nom de dossier, préparation lancement public. C'était le moment non pas pour me venger, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour tracer une ligne entre qui j'étais et qui je n'étais plus disposé à devenir. J'ai ouvert ma présentation, affiné quelques diapositives, nettoyé le texte et réécrit ma section d'introduction pour qu'elle me ressemble, et non une version diluée. Puis j'ai fait défiler jusqu'à la dernière diapositive, celle avec mon nom, Daisy Lagne, stratégie et image de marque. Je l'ai regardée longtemps. Non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je la reconnaissais enfin. Cette fois, quand j'ai refermé le couvercle de mon ordinateur portable, je ne me fermais pas. Je me préparais. J'ai refermé le couvercle de mon ordinateur portable, me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le silence de mon appartement m'entourer. Pas lourd cette fois, mais affirmatif, comme une pièce qui respire enfin à nouveau après des années à retenir son souffle. Je suis resté assise quelques minutes, ne fixant rien en particulier, juste immobile, jusqu'à ce que le téléphone sonne. Pas un message, pas une notification et une sonnerie complète. Cela m'a un peu surprise. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, Yvette. Tante Yvette. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis au moins 6 mois, peut-être plus. C'était la sœur aînée de ma mère, toujours un peu en marge de l'arbre généalogique, celle qui avait déménagé dans le nord-ouest Pacifique il y a des décennies et n'avait jamais vraiment regardé en arrière. Certains dans la famille disaient qu'elle était devenue bizarre. D'autres disaient qu'elle avait choisi une vie solitaire, mais je me souvenais d'elle différemment. Elle était la première adulte à m'avoir appris qu'il était normal de dire non. J'ai décroché. « Salut », ai-je dit, ne sachant quoi offrir d'autre. « Daisy. » Sa voix est passée, chaude, pleine de quelque chose que je n'avais pas entendu depuis un moment, de l'attention sans condition. « J'espère que je n'appelle pas à un mauvais moment. »« Non », ai-je dit doucement. « Pas du tout. » Elle est restée silencieuse un moment, puis a ajouté, « J'ai pensé à toi. » J'ai entendu parler du dîner. Cette seule phrase, sans jugement ni enrobage, a fait l'effet d'un linge chaud sur un bleu. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas là, évidemment, a-t-elle poursuivi, mais Mara m'a envoyé des photos. Tu n'étais sur aucune d'entre elles. Ça m'en a dit assez. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je sais ce qu'ils ont fait, Daisy. J'ai déjà vu ce genre de silence. Je l'ai vécu. Cela m'a glacé. Quoi, ai-je demandé. Elle a ri, sans méchanceté. Tu penses que tu es la première de notre famille à être effacée? J'ai quitté cette maison il y a 30 ans parce que j'en avais assez qu'on me dise que j'étais trop sensible, trop dramatique, trop. J'ai dit la vérité une fois lors d'un dîner de fête, et ils ne me l'ont jamais pardonné. La pièce autour de moi a changé. Les murs n'ont pas bougé, mais quelque chose en moi l'a fait, la reconnaissance, pas la sympathie. Le soulagement. Elle savait. Tu n'as pas tort d'avoir besoin de distance, a-t-elle dit. Tu n'es pas brisé parce que tu ne rentres pas dans leur moule. Leur moule est fissuré. Il l'est depuis des années. J'ai ravalé le nœud dans ma gorge. C'est comme s'ils ne remarquaient même pas qu'ils le font. Oh, ma chérie, ils le remarquent. Ils ne veulent simplement pas changer. Et quand tu arrêtes de jouer ton rôle, ça les met mal à l'aise. J'ai souri, un sourire amer mais reconnaissant. Ça me semble tout à fait exact. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de son jardin, d'un cercle de femmes qu'elle avait créé dans sa ville, des types de liberté qui n'ont pas l'air glamour mais qui sont tout. Elle n'a jamais dit, tu devrais y retourner. Jamais dit, la famille, c'est la famille. Elle a juste écouté. Avant de raccrocher, elle a dit, ton silence n'est pas une faiblesse. C'est ton super pouvoir. Cette phrase est restée avec moi longtemps après la fin de l'appel. Le lendemain matin,
je me suis levé avant le réveil. La lumière qui entrait par les fenêtres de mon appartement ressemblait moins à un projecteur qu'à une invitation. J'ai préparé du café, pris mon carnet et étalé mes documents de présentation sur l'îlot de la cuisine. Ce n'était pas juste une journée de travail, cela ressemblait à la préparation d'une déclaration. J'ai programmé 2 nouvelles réunions, avec des clients que j'avais hésité à contacter, mais plus maintenant. J'ai dessiné une ébauche de logo, rien d'extraordinaire, juste mes initiales et un symbole qui semblait solide. Ancré. Moi. Puis j'ai commandé une enseigne pour mon nouveau studio, lettres blanches sur fond anthracite. Propre. Clair. Daisy Lagne, stratégie et image de marque. Pas de slogan, pas de « fille de » ou de « consultante pour » juste moi. Plus tard dans l'après-midi, un message de suivi d'Yvette est arrivé, « N'oublie jamais, ma douce. Les femmes silencieuses peuvent bâtir des empires. Assure-toi juste que ta porte ne s'ouvre plus dans les 2 sens. Tu ne dois pas de réadmission à ceux qui t'ont laissé dans le noir. » J'ai tapé 3 réponses différentes, puis j'ai finalement juste répondu « Merci. » Vraiment. Jeudi, j'étais de retour au studio, travaillant toujours au milieu des vapeurs de peinture et des retards de livraison, mais ça prenait forme. Les meubles sont arrivés. Le tableau blanc mural a été installé. Ma nouvelle enseigne serait installée d'ici le week-end. Je passais en revue des dossiers de clients quand la sonnette a retenti. J'ai fait une pause, confuse. Je n'avais programmé personne. Je me suis dirigé vers le moniteur de la porte. C'était encore Grant. Il se tenait là comme la première fois, les bras croisés, l'expression illisible, comme s'il n'était pas sûr d'être là pour faire des éloges ou pour punir. J'aurais pu l'ignorer, j'aurais pu le laisser partir en se demandant. Mais quelque chose en moi a dit, plus d'esquive. Je l'ai fait entrer. Quand il est arrivé, je n'ai pas offert de thé. Je n'ai pas souri. J'ai juste ouvert la porte, me suis écarté et l'ai laissé entrer. Il est entré lentement dans le studio, les yeux balayant tout, les murs propres, le grand bureau, l'espace d'attente avec 2 chaises choisies et un petit chariot d'accueil. Ce n'était pas grandiose, mais c'était professionnel. Il n'a pas commenté. Je n'ai pas narré. Au lieu de cela, je l'ai guidé à travers comme une galerie sans énergie de guide touristique, sans besoin de justifier quoi que ce soit. Il s'est arrêté à la porte de mon bureau, a vu l'ébauche encadrée du nouveau logo sur le mur. Il l'a fixé un instant de trop. Puis il a marmonné, « Ce n'est pas ce que j'imaginais pour toi. » Je n'ai pas sourcillé. « C'est le but, ai-je dit. » Un silence s'est étiré, épais et plein. Pas inconfortable, mais final. Il m'a regardé comme s'il voulait dire autre chose, peut-être une défense, peut-être une plainte, mais il ne l'a pas fait. Il s'est retourné et est sorti. Je ne l'ai pas suivi, n'ai pas attendu, n'ai pas espéré une étreinte ou un regard en arrière. Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas qu'il se retourne en s'éloignant. Au moment où Grant a quitté le studio sans un mot, l'atmosphère dans cet espace avait changé. Non pas parce qu'il avait dit quelque chose d'important, il ne l'avait pas fait, mais parce que je n'avais pas eu besoin qu'il le fasse. Le silence avait parlé pour moi. J'ai verrouillé la porte derrière lui, éteint les lumières et suis resté dans le noir un instant de plus que nécessaire. Les lampadaires extérieurs projetaient de longues ombres sur les murs fraîchement peints du studio. L'enseigne avec mon nom était toujours appuyée contre le coin, attendant d'être installée. Je l'ai touché légèrement sur le bord, comme pour m'ancrer à la décision que j'avais prise bien avant cette visite. Ce week-end-là, la date de lancement du studio a été officiellement fixée. Je l'ai choisi avec une sorte de précision qui ne nécessitait pas de malveillance, juste du timing, le même week-end que la fête de fiançailles de mon cousin. Lieu différent, public différent, objectif différent. Je n'ai pas fait d'annonce publique, pas de teaser sur Instagram, pas de carton d'invitation posté en stories. Je ne cherchais pas l'attention. Ce n'était pas un spectacle. C'était une déclaration. Ma liste d'invités a été soigneusement sélectionnée, anciens clients, mentors, entrepreneurs locaux avec qui j'avais collaboré, directeurs créatifs de marques qui avaient autrefois rejeté mes courriels et revenaient maintenant demander de l'aide. Il n'y avait aucune mention de la famille. Non pas parce que je les punissais, mais parce que ce chapitre ne nécessitait pas leur approbation. Le vendredi soir, je suis arrivé au studio 2 heures avant le premier invité. J'ai allumé une bougie dans le coin, non pas pour le parfum, mais pour la présence. Le doux scintillement contre le mur ressemblait à un battement de tambour silencieux dans ma poitrine.
Les supports de communication de la marque étaient déjà en place, minimalistes, forts. Chaque élément dans la pièce disait « Vous n'êtes pas ici pour être impressionné. Vous êtes ici pour appartenir ». La paroi de verre à l'avant captait le reflet de mon propre nom, gravé proprement en blanc, Daisy Lagne, stratégie et image de marque. J'ai pris une longue respiration, puis j'ai ouvert les portes. Les invités sont arrivés lentement, exactement comme je l'avais espéré. Pas bruyant, pas performatif, juste de vraies conversations, des rires, de la curiosité. Une femme que j'avais aidé à relancer sa ligne de bijoux m'a serré fort dans ses bras. « Tu ne m'as pas seulement aidé à réparer une marque, dit-elle. Tu m'as aidé à faire à nouveau confiance à ma voix. » Quelqu'un d'autre a complimenté les planches d'inspiration sur le mur du fond. « Cela semble intentionnel, dit-elle. » J'ai souri. C'est parce que ça l'est. Au moment où la pièce s'est remplie, je n'étais pas anxieuse. J'étais présente. Les gens ne posaient pas seulement des questions sur mon travail, ils demandaient ce que je ressentais en le construisant. Ils n'étaient pas intéressés par les ragots ou les drames familiaux. Ils étaient là parce qu'ils avaient vu ce que j'avais créé, et ils le respectaient. Et puis est venu le moment auquel je ne m'attendais pas. Un ancien client, Malcolm, quelqu'un pour qui j'avais été consultante lors de l'un de mes tout premiers contrats en freelance, a levé un verre. Il n'a pas fait de grand spectacle, pas de tintement de fourchette, juste une voix calme et posée qui a fait taire la pièce. Quand j'étais sur le point de fermer mon entreprise, commença-t-il, Daisy ne m'a pas donné de faux espoirs. Elle m'a donné une carte, une vraie. Elle n'a pas seulement dit quoi faire, elle a écouté. Et puis elle m'a montré ce qui me manquait. Il fit une pause, croisa mon regard. Ce studio n'est pas une question de succès, dit-il. C'est une question de survie transformée en stratégie. La pièce est tombée dans le silence pendant un battement de cœur. Puis sont venus les applaudissements. Chaleureux. Vrai. Personne n'applaudissait par obligation. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête, posé une main sur ma poitrine et murmuré un « merci » silencieux. Dehors, la nuit était tombée. La douce lueur de l'intérieur se reflétait sur le trottoir. Les gens discutaient encore, mais l'espace semblait plein d'une manière que je n'avais jamais connue lors des réunions de famille sans les masques, sans les coudes acérés de la compétition. Et puis mon téléphone a vibré. Je l'ai vérifié sans urgence, juste par habitude. Un texto de Calista, « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Simple, sec, vaguement accusateur, comme si le silence était l'offense, et non les années qui y ont mené. Un courriel est arrivé juste après, de Mara. Objet, cela aurait pu être un moment familial. Le corps du message était plus court que ce à quoi je m'attendais, tu ne nous as même pas donné la chance de te soutenir. Ça fait plus mal que tu ne le penses. Il n'y avait aucune mention des années où il n'avait pas posé de questions. Aucune référence au dîner, à la blague ou au pyjama rose. Grant n'a pas écrit. J'ai fixé l'écran pendant une longue minute. Puis j'ai verrouillé le téléphone, l'ai glissé dans ma poche et suis retourné vers les gens qui étaient encore dans la pièce. Des gens qui étaient venus sans qu'on ait besoin de leur demander. Des gens qui savaient applaudir sans avoir besoin d'un script. Le silence que j'ai offert à ma famille n'était pas froid. Il n'était pas amer. Il était intentionnel. Une limite, pas une barricade. Une ligne qui disait, je ne suis pas là pour être sauvé. Je suis déjà arrivé. Bien sûr, ce silence n'allait pas durer. Pas avec ce qui a suivi. Tout a commencé par un titre de journal. 3 jours après le lancement de mon studio, je me suis réveillé avec une notification d'une application de nouvelles locales que je me souvenais à peine d'avoir téléchargée. La notification push disait, d'une activité secondaire à une stratégie, une consultante locale ouvre un studio créatif révolutionnaire. C'était moi. L'article incluait une photo du lancement, une pour laquelle je n'avais pas posé. Je me tenais près du bureau de réception, parlant à un client. L'angle n'était pas flatteur, mais il était réel. L'article citait 2 participants et mentionnait l'espace unique que j'avais créé pour les marques indépendantes. C'était léger, respectueux, élogieux, sans fioriture. Puis, quelques défilements plus bas sur la page, un autre titre est apparu. Celui-ci, dans la section des affaires, le passé d'un ancien conseiller municipal revisité sur fond de profil ascendant de sa fille. J'ai fait une pause. J'ai tapé. Et il était là. Grant Lagne. Un nom que je ne connaissais que trop bien, un visage que je pouvais dessiner dans mon sommeil.
Mais l'article ne parlait pas de lui en tant que père fier. Il détaillait une enquête sur l'éthique des affaires datant de 10 ans. Rien de criminel, juste louche. Le genre de comportement que les gens excusent quand la personne est assez charmante ou bien connectée, des lacunes dans les rapports, une divulgation sélective et des faveurs discrètes échangées contre des contrats à long terme. Un langage qui ne crie pas la culpabilité mais ne chuchote pas non plus l'innocence. L'article ne me mentionnait pas directement. Mais le timing 3 jours après le lancement du studio, pendant une semaine où les gens parlaient encore de mon inauguration, n'était pas une coïncidence. Quelqu'un avait divulgué cela. Peut-être un ancien associé avec un compte à régler. Peut-être quelqu'un qui n'aimait pas la façon dont l'image de la famille était soigneusement polie par sa proximité avec moi. Et c'est là que j'ai compris. Pour la première fois, son nom résonnait dans la communauté non pas à cause de quelque chose qu'il avait fait, mais à cause de qui je devenais. L'ironie était presque poétique. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un courriel d'une organisation à but non lucratif au look soigné, avec laquelle je n'avais jamais interagi auparavant. Objet, célébrer l'héritage, un coup de projecteur sur les histoires d'entrepreneuriat père-fille. Je n'ai même pas eu besoin de lire le message complet pour sentir le nœud se former dans mon estomac, mais je l'ai lu quand même. Il voulait me présenter, moi et Grant, dans une série mettant en lumière les dynamiques familiales en affaires. Il faisait référence à mon succès récent et à l'héritage de leadership civique, dont je venais apparemment. J'ai fermé l'ordinateur portable, puis l'ai rouvert et j'ai répondu avec une seule ligne, non, je n'aiderai pas à réécrire une histoire que je n'ai jamais été autorisé à raconter. Je n'ai pas eu de réponse, mais le silence avait un poids différent maintenant. Il ne semblait pas menaçant. Il semblait que la résistance avait été notée. 2 heures plus tard, Calista a appelé. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Elle a rappelé. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang, a-t-elle lancé. Pas de salutation. Salut à toi aussi, ai-je dit calmement. Sais-tu ce qui se passe? Les articles, les questions. Les gens appellent papa sans arrêt. Je n'ai rien divulgué, Calista. Mais tu en as profité. J'ai fait une pause, puis j'ai dit clairement, je n'ai pas écrit l'histoire. Il l'a fait. J'ai juste arrêté de la cautionner. Il y a eu un silence. Puis elle a laissé tomber l'accusation. Tu l'as saboté. Je n'ai pas haussé la voix. Non, il a construit la maison sur du sable. Je ne soutiens simplement plus la charpente. Elle a marmonné quelque chose à voix basse et a raccroché. 30 minutes plus tard, un message vocal de Mara est arrivé. Sa voix était plus basse que d'habitude, moins empreinte d'acier poli, mais toujours enveloppée de culpabilité au lieu de responsabilité. Tu l'as vraiment blessé, a-t-elle dit. Je ne sais pas si tu es fier de toi, mais j'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas sauvegardé le message. Je l'ai juste supprimé comme un presse-papier dont je n'avais plus besoin sur ma poitrine. Cette nuit-là, je suis resté tard au studio. Les lumières étaient basses. Le bourdonnement de la rue à l'extérieur flottait à travers les fenêtres. J'ai regardé une mère passer, tenant la main de sa fille. La petite fille portait des bottes jaunes vives et un sac à dos trop grand pour elle. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je l'ai vue, aussi clairement que possible. La fille a tiré sur la manche de sa mère, a pointé du doigt le nom gravé sur ma fenêtre. Mon nom. La mère s'est penchée et a chuchoté quelque chose à l'oreille de la fille. L'enfant a de nouveau levé les yeux vers le studio et a hoché la tête, les yeux grands ouverts. Ce n'était pas un grand moment, mais c'était tout. Parce que pour la première fois, j'ai vu l'effet d'entraînement, non pas dans la famille qui a essayé de m'éteindre, mais chez des étrangers qui me voyaient sans le filtre de l'histoire. J'étais devenu visible sans demander la permission. Et lentement, les textos et les courriels de ma famille se sont taris. Plus de tentatives de m'inclure. Plus d'invitations formulées comme des obligations. Juste de l'espace. Ce n'était pas un silence de colère cette fois. C'était un silence de compréhension. Ils savaient que je ne reviendrais pas. Pas à leur table. Pas à leur version de moi. Pas au personnage qu'ils avaient écrit et s'attendaient à ce que je joue pour toujours. Je suis resté près de la fenêtre jusqu'à ce que la mère et la fille disparaissent au coin de la rue. Et j'ai souri, non pas parce que tout était guéri, mais parce que finalement, personne d'autre ne tenait la plume. Mais même après avoir cessé de parler, il voulait toujours être vu à côté de moi. C'est venu discrètement, comme la plupart des choses de Mara.
Pas d'appel dramatique, pas de message vocal empreint de culpabilité ou d'affection piquante. Juste un courriel avec un objet qui disait « Un service, si tu es libre ». J'ai hésité avant de l'ouvrir. Le message était bref, poli, sec de cette manière exercée et soignée que seule ma mère pouvait maîtriser, juste assez de langage émotionnel pour paraître chaleureux, mais toujours aussi rigide qu'un col empesé. La fille de Calista se marie ce printemps, et nous organisons une séance de portrait professionnel pour capturer une photo de famille complète. Tout le monde sera là. Cela signifierait beaucoup d'inclure tout le monde. Souris simplement et facilite les choses. Voilà. Non pas une invitation, mais une ordonnance. Et non pas pour la connexion, mais pour l'apparence. Je l'ai lu 2 fois, puis je me suis adossé à ma chaise au studio. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, éclairant le tapis pâle où nous tenions habituellement les cercles de stratégie avec les clients. C'était en milieu de matinée, assez calme pour que je puisse entendre le doux tic-tac de la petite horloge murale au-dessus de l'étagère de la réception. L'idée de cette photo, nous tous alignés comme la famille parfaite, les frères et sœurs arrangés par âge, les parents au centre, moi placé sur le bord, toujours le bord, à qui on dit de se pencher, de sourire doucement, de dire « cheese ». 1000 photos au fil des ans, et pourtant, j'étais toujours celle qui clignait des yeux ou qui était floue ou dont le nom n'était pas mentionné quand il la partageait en ligne. Et maintenant, il me voulait à nouveau dans le cadre, non pas pour la réconciliation, mais pour la symétrie. J'ai pensé au pyjama rose, aux biscuits, au lancement discret auquel aucun d'eux n'avait assisté, bien qu'il l'ait clairement suivi de loin. J'ai pensé au fait qu'il ne m'avait jamais demandé ce que faisait réellement mon entreprise. Comment Calista avait dit « Ne viens pas si tu vas faire en sorte que ça tourne autour de toi ». Et pourtant, les voilà, me demandant d'aider à compléter le tableau. J'ai tapé une réponse et j'ai hésité un moment, puis j'ai écrit une seule ligne « Fais-je partie de cette famille ou juste du cadre ?» J'ai appuyé sur envoyer. Le silence qui a suivi n'était pas inconnu, mais cette fois, il ne semblait pas vide. Il ressemblait à une décision en suspens, attendant d'être prise. Le message suivant n'est pas venu de Mara, mais de Calista. Court, sec, si tu comptes encore faire en sorte que ça tourne autour de toi, ne viens pas. Il n'y avait pas de « s'il te plaît », pas de tentative de gentillesse, pas de prétention. Juste la confirmation dont je ne savais pas que j'avais besoin. Alors, je n'ai pas répondu, et je ne suis pas allé. Ni à la séance photo, ni au brunch de planification du mariage qui a suivi. Ni au groupe de discussion qui s'est illuminé d'options de tenues coordonnées et de plans de table où je n'étais jamais mentionné. Au lieu de cela, j'ai passé ce samedi matin au studio, à préparer quelque chose de complètement différent, un événement de mentorat pour les jeunes que je préparais discrètement depuis des mois. Une douzaine de lycéennes locales, la plupart d'entre elles de première génération à destination de l'université, devaient arriver juste après 10h. À 10h30, la pièce bourdonnait. Les rires résonnaient contre les murs. Les mains griffonnaient des notes, les yeux s'illuminaient de nouvelles idées. J'ai animé une session sur le récit stratégique, comment se présenter non seulement comme compétent, mais comme essentiel, comment entrer dans des pièces qui n'ont pas été conçues pour vous et décider d'y rester quand même. Pendant une pause, l'une des filles, peut-être 16 ans, est restée près de la table des collations. Elle tenait une bouteille d'eau dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle m'a jeté un coup d'œil. J'ai dit à ma mère que je voulais devenir comme vous en grandissant, a-t-elle dit. Les mots m'ont surprise en plein mouvement. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que je n'étais pas ému, mais parce que j'avais déjà fait ce genre de deuil. Ce qui venait maintenant n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond, la reconnaissance, le soulagement. J'ai souri. Alors tu deviendras probablement plus forte. Elle a souri. Elle a dit la même chose. Nous sommes retournés au groupe. Plus tard dans l'après-midi, après que la dernière d'entre elles soit partie et que le studio se soit de nouveau calmé, je me suis assise près de la fenêtre avant, sirotant un thé tiède. Dehors, le soleil était bas, projetant de longues ombres sur le trottoir. J'ai pensé à la photo de famille prise de l'autre côté de la ville, les sourires forcés, la peau soignée, le recadrage inévitable de la réalité et je n'ai ressenti aucune douleur, aucune nostalgie. Parce que cet espace, ce travail, cette vérité était mon portrait. Non posé, non organisé, juste le mien. Toutes les histoires n'ont pas besoin d'applaudissements. Certaines ont juste besoin de se terminer avec votre propre voix. Cela faisait 3 semaines depuis le dernier message de quiconque dans ma famille. Pas de photo floue de la séance de mariage de Calista.
Pas de même hors contexte déposé dans le groupe de discussion familiale autrefois hyperactif. Pas même un de ces textos distants, juste pour prendre des nouvelles, de Mara qui arrivait avec une heure de minuit et la profondeur émotionnelle d'une facture. Et pour une fois, le silence ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à de l'air. Propre, respirable, le mien. Ce jeudi soir, je venais de terminer une session de mentorat au studio. Les fenêtres étaient légèrement embuées par le souffle chaud des idées et de la caféine. L'odeur de papier, de marqueurs pour tableau blanc et de thé à la fleur d'oranger flottait dans l'air, le parfum de l'ambition en marche. Quelques-unes des mentorées étaient restées après la session, comme elles le faisaient souvent, discutant avec enthousiasme d'une idée de projet qui s'était accidentellement transformée en présentation. Leur rire, non filtré et sincère, avait rempli l'espace comme de la musique. Elles avaient laissé derrière elles des bouteilles d'eau à moitié bues et l'empreinte scintillante de quelque chose de réel qui prenait racine. Alors que je me déplaçais dans la pièce, rassemblant des cahiers, essuyant l'encre effaçable à sec et remplissant la boîte à thé près de la fenêtre, mon téléphone a vibré depuis sa place sur l'étagère. Un texto d'un numéro inconnu. Au début, j'ai hésité. Du spam, probablement une autre campagne marketing prétendant me connaître. Mais quelque chose, l'instinct peut-être, m'a poussé à l'ouvrir. Le message était court, sans prétention: Tati, je veux être comme toi. Maman dit que tu es trop sérieuse. Je pense que tu es juste vraie. Je l'ai relu. Puis encore. C'était la fille de Calista, 16, peut-être 17 ans maintenant. La dernière fois que je l'ai vue, elle était drapée dans un sweat à capuche tailladie lors d'un barbecue familial il y a 3 étés, le genre où tout le monde souriait trop et disait trop peu. Elle m'avait demandé une fois, timidement, si j'aimais travailler seul. J'avais répondu quelque chose qui semblait sage à l'époque mais qui n'a pris tout son sens pour moi que récemment: certains travaux sont trop importants pour être dilués. Maintenant, la voilà, 3 ans et plusieurs vies plus tard, me retrouvant. Sa voix était encore douce, mais elle avait une forme maintenant. Elle portait une acuité, une compréhension, comme si elle avait passé assez de temps à regarder les gens mentir pour reconnaître quelqu'un qui ne le faisait pas. Je n'ai pas répondu. Pas immédiatement. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le journal relié en cuir que je gardais caché dans un tiroir au fond du studio. Il n'avait pas vu d'encre fraîche depuis le jour de l'ouverture du studio, où j'avais griffonné quelque chose sur la première page en cursive tremblante, preuve que j'étais là. Une phrase destinée à me rappeler que même si personne n'applaudissait, j'avais quand même de l'importance. J'ai imprimé le texto, coupé les bords et les soigneusement collé sur cette page. Puis je me suis assise sur le canapé, celui avec l'accoudoir effiloché que je refusais de remplacer, et j'ai laissé le studio s'assombrir autour de moi. Dehors, le crépuscule se fondait doucement dans la nuit. Le vent passait à travers les arbres comme une douce conversation. Il tapotait légèrement aux fenêtres, comme pour prendre de mes nouvelles. J'ai pris une longue et lente gorgée de mon thé. Et le silence qui a suivi n'était pas creux. Il était plein. Certaines choses que vous gardez, non pas parce que vous en attendez plus, mais parce qu'elles vous rappellent que vous n'êtes pas invisible, que quelqu'un vous voit, même lorsque les autres refusent de le faire. J'ai jeté un dernier coup d'œil au message, puis j'ai fermé le journal avec une quiétude délibérée. Elle m'avait vu, et pour l'instant, c'était suffisant. Les jours passèrent. Les feuilles devant la fenêtre du studio commencèrent leur lente danse saisonnière du vert à l'or puis à la rouille. Les arbres semblaient expirer, céder. Je me rendais au travail chaque matin avec une veste légère et une paire de mocassins juste assez usés pour épouser ma démarche. Mon café était toujours à la main, noir, sans sucre, aussi ancrant qu'un mantra. Toujours pas de nouvelles de Grant, pas de prise de contact de Mara. Et quelque chose en moi a remarqué cette absence, non pas avec nostalgie, mais avec clarté. Ils ne me manquaient pas comme avant. Je ne désirais pas leur validation. Je ne me préparais pas à leur approbation. Je n'écrivais pas de monologues imaginaires dans ma tête, me préparant à des conversations qui n'auraient jamais lieu. Je ne tressaillais pas en pensant à leur nom. Certaines histoires ne se terminent pas par des retrouvailles. Elles se terminent par une prise de conscience. Et avec cette prise de conscience, la paix a commencé à s'épanouir. La porte qu'ils tenaient autrefois fermée avec des conditions, des critiques et des règles tacites, j'avais cessé de frapper. Et une fois que j'ai cessé de frapper, j'ai vu ce que c'était, un mur. Alors j'ai construit une nouvelle porte. Une où je pouvais décider qui entrait. Une où je pouvais me choisir, encore et encore. Cet après-midi-là,
Alors que j'étais assise à mon bureau en train de finaliser les supports pour le prochain cycle de mentorat, j'ai créé une nouvelle diapositive de présentation. Titre de la session, Construire de l'intérieur. Il s'agissait de fondation, d'autodéfinition, du courage de la propriété, surtout quand personne d'autre ne vous la donne. Il s'agissait de ne pas avoir besoin d'être vu pour avoir de l'importance, de construire des pièces quand personne n'ouvre la porte, d'être l'architecte de sa propre appartenance. À la toute fin de la présentation, j'ai ajouté une diapositive discrète, juste une phrase, texte noir sur fond blanc, l'héritage, ce n'est pas ce qu'ils disent après votre départ. C'est ce que vous vivez à voix haute pendant que vous êtes encore là. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai laissé les mots s'installer. J'ai laissé la vérité de ces mots s'asseoir dans ma poitrine. Pas lourde, mais ferme. Le studio était silencieux autour de moi. Mon nom scintillait doucement sur la vitre avant en lettres brossées, Daisy Lagne. Ni tape à accent grave-l'œil, ni surdimensionné, mais indéniablement le mien. Dehors, le vent a repris de la vigueur, bruissant à travers les arbres et faisant voltiger les papiers sur mon bureau. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce et j'ai ouvert la fenêtre juste un peu. Une brise s'est glissée à l'intérieur. Constante, claire, le genre qui ne demande pas la permission. Elle arrive simplement et continue son chemin. J'ai fermé les yeux un instant. Je l'ai laissé passer. Puis j'ai souri. Pas le genre de sourire destiné aux photos, pas le genre qui attend les éloges, mais le genre qui naît d'une profonde connaissance. Ils avaient leur table de dîner, avec toutes ses performances, ses scripts et ses règles tacites. J'ai mon nom sur la porte. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'attends pas une place. J'entre en tant qu'architecte. Et c'est plus que suffisant. Parfois, s'éloigner n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Quand vous cessez d'attendre que les gens voient votre valeur, vous faites de la place pour la voir enfin vous-même. Avez-vous déjà été l'étranger dans votre propre famille? Dites-le moi dans les commentaires. J'adorerais entendre votre histoire. Et si cela a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui parlent doucement mais profondément.